Tag zusammen, danke für die Vorstellung. Heute geht es ja um Mehrsprachigkeit und deshalb fange ich gleich mal auf Deutsch an. J'ai pris la liberté de commencer dans une autre langue parce qu'aujourd'hui on parle de plurilinguisme et de l'enseignement. Vu qu'on est dans un cadre pareil, voilà, j'ai fait comme ça. Et je voulais voir un peu vos visages, vos réactions, si je parle dans une langue qui peut-être n'est pas si connue que ça. Et voilà, on est déjà en plein sujet. Et la première question à vous, qu'est-ce que vous pensez, surtout si vous ne comprenez rien de l'allemand, qu'est-ce que j'ai probablement dit, selon vous? Tu as salué. Voilà. Guten Tag. Quoi d'autre? Vous vous êtes présenté? Hmm? Vous vous êtes présenté, non? Non. Non. Buon pomeriggio a tutte, no? Le thème du... Voilà, j'ai annoncé le sujet et j'ai remercié Christiane pour la présentation. Donc, vous voyez, qui parmi vous comprend l'allemand? Rien du tout. Mais vous voyez quand même, grâce au contexte, vous m'avez compris un peu, parce que vous connaissez déjà la situation. On sait ce qu'on fait quand on se voit pour la première fois, on se salue, on annonce quelque chose. Donc ça, c'est déjà clair. J'aurais pu parler en chinois et vous aurez compris quand même la situation un tout petit peu. Et voilà, oggi facciamo un po' una chiacchierata in tutte le lingue, visto che parliamo di plurilinguismo, e voglio anche conoscere meglio la vostra situazione linguistica e anche la vostra situazione dell'insegnamento, e quindi voi potete adoperare tutte le lingue che volete, vous voulez prendre un patois se vous voulez, English if you want, Deutsch überhaupt kein Problem. In generale, todas las lenguas románicas son posibles. Et première question, donc, faut-il faire de grands efforts pour devenir plurilingue, selon vous? Petit peu. Un petit peu. Il y a encore d'autres opinions? Si on est adulte, oui. Si on est très petit, non. D'accord. Et vous avez une explication pour cette opinion? Les petits sont plus spontanés et ils apprennent. Ils sont des éponges. Je vous ai apporté une situation qui résume un peu la situation européenne. Je vous la lis. L'obstacle principal à des compétences plurilingues est d'ordre psychologique et motivationnel. Il ne s'agit ni d'un problème de talent ou d'intelligence, ni d'un problème d'économie de temps. C'est une barrière double dans la citation, quadruple, c'est ce que j'ajoute moi. Donc, d'une part, il y a l'effort d'apprentissage supposé et redouté par l'individu, et ce même effort est redouté aussi par l'enseignant qui est devant la classe, et aussi par l'interlocuteur natif. Donc voilà, la personne avec qui je pourrais faire une conversation de temps en temps, ou pour l'autre c'est une langue étrangère, peut-être on trouve une autre langue dans laquelle on peut communiquer mieux et sans effort. Et puis il y a l'opinion publique qui considère le plurilinguisme comme un cas anormal. En Europe, plus ou moins, on a une langue maternelle. Ici, c'est déjà autre chose. Ici, on est en Vallée d'Os, un contexte un peu spécial, mais normalement, il y a l'idée, on est avec une langue et puis on apprend des langues étrangères à l'école, par exemple, ou dans d'autres contextes. Donc, pour résumer, l'idée est de se trouver nu devant une langue, pas encore maîtrisée. On revient à la question d'avant, est-ce que c'est un grand effort ou est-ce un petit effort d'apprendre une autre langue? Et pour cela, je veux vous rappeler deux manières de s'approprier une langue.
D'un côté, nous avons l'acquisition, et ça, c'est la manière naturelle d'apprendre une langue. Comme vous avez dit, les petits, ils absorbent les langues, ils sont des éponges, et ça semble fonctionner presque sans effort. Et de l'autre côté, disons, c'est un continuum des manières de s'approprier une langue. De l'autre côté, il y a l'apprentissage. Donc ça, c'est le cadre artificiel dans l'école. On fait des exercices de grammaire. Et si on fait la comparaison, qu'est-ce qui en sort de ces manières de s'approprier une langue? Après 3 ans, un enfant de 3 ans est tout à fait capable de communiquer tout ce qu'il veut dans sa langue maternelle, après 3 ans d'acquisition. Par contre, un élève à l'école, après 3 ans d'apprentissage d'une langue étrangère, qu'est-ce qu'il est en mesure de faire? Peut-être, je ne sais pas, expliquer une règle de grammaire, citer du vocabulaire, peut-être même analyser un poème, mais entrer en communication avec les gens, peut-être c'est un peu difficile. Donc l'acquisition mène à un savoir-faire, tandis que l'apprentissage mène à un savoir expliquer. Mais ces deux manières d'apprendre une langue sont complémentaires. Et c'est ce qu'on peut faire dans l'école, d'intégrer les deux manières d'apprendre une langue. Si nous regardons comment ça fonctionne, l'acquisition, il y a toujours la focalisation sur le contenu, le rapport. L'enfant entre en contact avec ses parents, ses amis, etc. Et dans l'interaction sociale, il apprend des nouveaux mots, comment se comporter, comment répondre. Et ça semble se faire en passant, sans effort. Tandis qu'au sein de l'apprentissage, on se focalise sur des formes, des désinences de verbes, des mots particuliers, on analyse la structure des mots par exemple. Et donc, ce sont deux éléments qu'on peut prendre en considération pour aborder une langue. Et en tout cas, comme l'apprentissage et l'acquisition des langues n'est jamais terminé pendant toute la vie, ce sont deux approches qui sont utiles et pour la langue maternelle et pour toutes les autres langues. Parce qu'en apprenant d'autres langues, on apprend toujours aussi quelque chose sur la langue qu'on a appris en premier. Avant de continuer, je voudrais bien savoir quelle langue vous parlez et quelle langue vous enseignez si vous enseignez des langues. Qui veut commencer? Alors, j'enseigne italien et français et je parle aussi le patois. J'enseigne l'italien, le français et l'anglais et je comprends le patois mais j'ai plus de difficulté à le parler. Moi, j'enseigne l'italien, le français, même aussi. Je suis enseignante de mathématiques et je parle le patois. D'accord. Anglais. Je parle le patois et j'enseigne l'italien et le français. Je parle le patois, j'enseigne l'italien et le français. D'accord. Vous deux aussi? Italien et français et patois. Quelques connaissances de l'allemand, chinois, grec, latin, d'autres langues que je n'ai pas encore mentionnées. D'accord. Et maintenant, pensez à votre cours de langue. Quand vous enseignez, vous avez plusieurs phases pendant votre cours. Et pendant quelle phase parlez-vous quelle langue? Au pluriel, au singulier, comme vous voulez. Par exemple, pendant le cours de français, quelle langue parlez-vous? Français. Uniquement, ou est-ce que, je ne sais pas, avec quelques comparaisons avec l'italien, Avec le patois. Et c'est dans quelle situation que vous insérez le patois dans ce cours? En classe avec les élèves. Et
pour comparer les deux. Oui, je compare les mots qui sont qui sont à peu près les mêmes, donc pour les aider à mémoriser. À mieux comprendre. Oui. Il y a encore d'autres contextes. Aussi pendant le cours d'italien, et l'italien c'est quand même une langue, on pourrait bien faire introduire d'autres langues. Ça dépend de l'activité qu'on est en train de faire. D'accord. Je vous fais un autre exemple. Quand moi j'enseigne la linguistique à Berlin, la langue du cours c'est l'allemand, mais vu qu'on a beaucoup de terminologie, par exemple en ce qui concerne la phonétique, phonologie, etc., donc j'explique par exemple qu'est-ce que c'est une apocope. Et comme le mot normalement est inconnu, je dis voilà, ça dérive du grec, kopein ça veut dire battre, apo ça veut dire à la fin, donc je prends un mot et je bats la partie à la fin et ce qui reste, c'est voilà, ce qui s'appelle apocope. Et voilà, donc ce sont tous des manières d'insérer d'autres langues dans un cours. Je fais un peu le résumé des situations qu'on retrouve en classe. Il y a par exemple tout ce qui concerne l'organisation de la classe. Donc, par exemple, la salutation. On entre au début du cours, on entre dans la salle, on se salue. Ça fait partie. Puis on peut rappeler à l'ordre, par exemple, quand il y a beaucoup de bruit, on peut annoncer des informations pour dire demain on va faire ça, apportez s'il vous plaît ça ou ce livre ou genre de choses. Ou on peut voilà, aussi exprimer quelque chose qui vient qui est très individuel. Par exemple, aujourd'hui je ne suis pas très bien, donc je vous prie de respecter un peu que je ne suis pas bien. Étonnez-vous pas que voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Et ça, ce sont des situations dans lesquelles on entre directement en contact. On est dans le rapport, on est dans le contenu. On n'explique encore rien du tout, mais on est vraiment en contact. Et si nous regardons ici le schéma des fonctions du langage, c'est exactement ça, ce qu'on fait quand on organise la classe. On entre en contact, on exprime ce qui est, ce que j'ai dedans. Voilà, aujourd'hui je vais bien, aujourd'hui je suis comme ça, aujourd'hui c'est trop de bruit pour moi parce que voilà, j'ai la tête un peu dans les nuages. Je peux donner des ordres, taisez-vous par exemple. Donc je communique pour faire réagir les autres. Donc là vous voyez c'est vraiment le contact, l'interaction. Et tout en haut il y a la référence contextuelle. Donc pour les annonces, la langue a la fonction d'apporter les choses qui sont loin. Donc je peux dire, demain on va aller au parc animalier. Le parc animalier il est loin, mais grâce au langage je peux le faire apparaître ici devant nos yeux, même si nous sommes ici dans une salle où il n'y a aucun animal. Voilà, donc ça c'est ça, organisation de la classe. Et ça prête bien pour l'acquisition. Parce que c'est très comparable à la situation entre enfants et parents, par exemple. Donc vous pouvez entrer en classe et dire « Bonjour, totamodo ». Donc là, c'est la fonction de contact. Et si vous le faites 3-4 jours de suite, après, les gens, ils ont appris grâce à la situation, sans effort. Donc voilà, une nouvelle langue déjà commence à se former dans la tête. Puis en cours de langue, on a toujours des phases d'explication, des questions. Et ça, c'est la fonction métalinguistique du langage. Je peux parler de la langue grâce au fait que je maîtrise une langue. Donc j'emploie la langue pour parler de la langue. Ça, c'est assez spécial que la langue elle-même peut être le sujet de ma communication.
Et cette situation-là, c'est plutôt une situation d'apprentissage, c'est très abstrait et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ça n'a rien à voir avec le rapport entre nous, mais c'est un fait tout à fait à part. Et puis, nous avons les activités linguistiques. Ça pourrait être un jeu de rôle, une interaction entre les élèves, ça pourrait être un texte où on remplit les lacunes, des exercices de grammaire. Et ça, selon le type d'exercice, ce sont des situations d'acquisition ou d'apprentissage, ou les deux. Ou un peu plus l'un et un peu moins l'autre, par exemple. Et assez longtemps, dans l'Europe, dans la didactique, on disait c'est mieux quand on enseigne une langue étrangère de dédier le maximum possible du temps à cette langue étrangère. Et qu'est-ce qu'on a fait donc? On pensait pour l'anglais, pour le français, etc., langue étrangère, on pensait de faire tous ces trois cadres communicatifs dans la langue cible. Et ça, en fait, c'est un peu difficile parce que toute connaissance de langue sont liées à la langue maternelle tout d'abord. Il y a des résultats, des études neurologiques qui ont fait voir que dans la tête, si nous apprenons une deuxième, troisième langue, tout d'abord, cette langue, elle se trouve attachée au même endroit dans le cerveau où nous avons ancré la langue maternelle. Et seulement peu à peu, avec une compétence plus ample, cette nouvelle langue se détache de la langue maternelle ou des langues maternelles et trouve ses endroits dans le cerveau. Et pour cela, il est donc indispensable de respecter déjà ces préconnaissances dans là où les langues maternelles. Et on a vraiment beaucoup de préconnaissances déjà. Tout d'abord, nous avons notre savoir encyclopédique. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ici, je vous montre un exemple très simple. Nous tous, nous savons que cet objet-là, ce sont des chaussures. Et normalement, voilà, quand par exemple le patois, c'est ma langue maternelle, j'associe tout de suite les bottes à ce objet-là. Donc, c'est un lien très étroit. Et après, quand j'apprends une autre langue, par exemple the shoes, il ne me faut plus apprendre ce que c'est les chaussures. Ça, je sais très bien. Il faut seulement ajouter une autre chaîne acoustique, shoes. Donc là, il y a un autre son et c'est ce que je lis à l'objet que je connais déjà, que je sais comment ça fonctionne. Ça semble une chose tellement évidente, mais parfois ce n'est pas respecté dans le cours de langue. On essaie d'expliquer les choses à zéro et par contre, les élèves ont déjà un savoir sur lequel on peut se baser. Puis, tous les enfants apprennent les fonctions communicatives, comme on avait vu avant. Par exemple, il y a la fonction de contact, il y a la fonction de faire un ordre, d'exprimer quelque chose de soi. Donc ça, tout le monde le sait, sans ou avec schéma, c'est quelque chose que nous avons dedans. On sait qu'on peut retrouver plusieurs fonctions du langage. Puis, nous avons déjà notre appareil articulatoire, nous avons la langue, toutes les voies respiratoires, les lèvres. Ce sont en partie des muscles et on les a déjà entraînés. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très important que nous maîtrisons déjà. Puis, tout le monde, même les enfants, ont une grammaire intérieure. Même s'ils ne savent pas ce que c'est une phrase subordonnée en prédicat ou le subjonctif ou quelque chose comme ça, ils ont dedans un sentiment grammatical sur lequel on peut déjà se baser. Et puis, normalement, quand on se trouve devant la situation d'apprendre une nouvelle langue,
on sait déjà lire et on sait déjà écrire. Et ça, c'est déjà aussi grand-chose, sauf dans les cas où il faut apprendre le chinois. Là, on est vraiment analphabète s'il faut aborder une langue qui est tellement différente. Une approche qui prend notamment en considération les préconnaissances, c'est l'intercompréhension. Donc, on inclut toutes les préconnaissances qu'on a déjà dans d'autres langues, de notre savoir encyclopédique. Et l'intercompréhension veut favoriser la compréhension d'une langue que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons pas systématiquement apprise, mais en se basant sur les connaissances déjà que nous avons d'autres expériences linguistiques, on peut déjà faire des grands sauts dans une langue qui est nouvelle. Et l'intercompréhension veut aussi dire de savoir communiquer en plusieurs langues qui appartiennent à la même famille linguistique. Et ça, c'est tout à fait le cas pour le franco-provençal, dans cette région-là, parce qu'ici, en Vallée d'Ost, on parle l'italien, on l'entend dans les médias. Il y a très tôt le français à l'école et beaucoup de gens ont comme langue maternelle aussi le franco-provençal. Et ce sont tous des langues qui se ressemblent à un certain degré, et de ça, on peut en profiter pour accélérer l'acquisition. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai la conscience que je veux apprendre une langue qui a déjà des ressemblances avec une langue que je connais, je suis beaucoup plus disponible à m'ouvrir envers des situations où je retrouve cette nouvelle langue que je ne maîtrise pas encore bien. Et sinon, ça favorise aussi l'apprentissage, et cela dans les deux sens. Si par exemple, j'explique à un enfant de langue maternelle italienne quelque chose sur le patois, il peut aussi en profiter pour l'italien parce qu'il comprend mieux la structure de l'italien. Donc ça a toujours des répercussions dans les deux sens. Et en fait, c'est aussi important d'avoir cette conscience comme locuteur natif du patois, parce que souvent, ici en Vallée d'Ost, c'est le cas, comme moi aussi, je suis apprenante du franco-provençal, mais il y a beaucoup de situations où on me prive de la situation pour l'apprendre mieux. Per esempio, qualche giorno fa si va a vedere un patois e gli venia una madama, ich conoscevano, et venivano a prendere un patois ensemble. Et après, à un certain moment, c'est la madame a dit « Ah, scusa, ti conosco pas, forse è meglio parlare in italiano, forse non mi capisci, ma scusami. E da un lato questo atteggiamento, io come linguista lo vedo molto favorevole per il franco-provenzale, perché c'è la consapevolezza che si tratta di una lingua a parte, che è un sistema perfetto in se stesso, che è proprio una lingua. Però questo atteggiamento fa anche sì che io, che voglio imparare il patois, qualcuno va verso di me e mi dice «Ah no, è una lingua completamente diversa, quindi non ti parlo in patois. Preferisco parlare in italiano, almeno così hai più facilità a rispondermi». E questo è un po' uno svantaggio, perché io ho meno situazioni per poter imparare il patois, perché questo sarebbe un momento di acquisizione. Nel rapporto, nel contatto diretto potrei imparare il patois, però se la signora non mi risponde cosa ci posso fare? È finita la situazione di acquisizione. E quindi, anche se non parlo ancora il patois come lo voglio, ho questo bagaglio che ho con me, conosco altre lingue romanze, so l'italiano, il francese, un po' di latino, insomma, quindi già un po' di comprensione c'è, e con alcuni trucchi e attrezzi riesco a esprimermi più o meno. Ecco, e per quanto riguarda il concorso Salogne, dobbiamo tenere presente che anche i bambini, anche quelli che sono non patoisans, hanno questo bagaglio. Non arrivano nudi davanti al patois se sono solo, fra virgolette, italofoni, ma hanno già tutta una lingua romanza nel bagaglio che
di cui possono sfruttare per l'apprendimento del patois. E quindi come fare per rispettare questo sapere enciclopedico che già abbiamo, tutto quel livello cognitivo, tutte le conoscenze che abbiamo? Vi ho portato un esempio che è tratto dal sistema scolastico tedesco, qui un piccolo dialogo, e vi vorrei far indovinare in quale misura secondo voi questo piccolo testo esercizio rispetta le preconoscenze che hanno già i bambini e secondo voi per quale età e per quale livello linguistico è adeguato. Ovviamente si tratta di italiano, lingua straniera. Cosa ne dite? Ho bisogno di molte preconoscenze per capire quel testo? No. E per quale età potrebbe essere adeguato? Un po' più grande, se non bambino. Più grande perché? Intuizione così. Forse perché si tratta di adulti che parlano. Poi c'è ingegnere, magari non tutti i bambini sanno cos'è un ingegnere. Ma altrimenti? No, non è difficile. Bambini, no? Bambini. Sì, lo direi anch'io. Invece vi dico dove ho incontrato quel testo. Noi alla nostra scuola avevamo la possibilità di scegliere l'italiano come terza o quarta lingua straniera e quindi tutti quanti avevamo 16 anni e prima lezione, non so, quarta pagina, quindi dopo 2 o 3 settimane, dopo l'inizio dell'anno scolastico ci si arriva lì a 16 anni, quarta lingua straniera, quindi quante volte abbiamo già sentito "Hello, how are you? Salut, ça va? Ciao, come stai? Dove abiti?" Insomma, non è qualcosa che attira molto, soprattutto se noi che volevamo imparare l'italiano si trova nella terza settimana davanti a un testo così, dà proprio noia. E vi assicuro, dopo 6 mesi, dopo mezz'anno, quanti hanno lasciato di voler imparare l'italiano perché il materiale proprio non rispettava il sapere enciclopedico, già sapevamo come presentarci, come salutare qualcosa, quindi questo sarebbe qualcosa che si impara tramite l'acquisizione. Io vivo questo momento, mi saluto, mi presento, già so come questa cornice comunicativa, la gestisco in altre lingue, quindi questo è proprio un testo di merda per alunni di 16 anni, perché ecco, da una noia grandissima, già si conosce quasi tutto, mais toi habite, donc sulla base francese già ci si riesce a capire praticamente